Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés. J'ai envie de comprendre. Arnaud Royson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés. Aujourd'hui, on va tenter de vous donner les clés du vote pour les communales, de répondre à toutes les questions que vous vous posez pour ce scrutin. Quels sont les enjeux ? Comment se passe la distribution des sièges ? Comment les bourgmestres et échevins sont-ils désignés ? Que gagnent-ils ? Les listes peuvent-elles faire des accords préélectoraux ? On va tenter d'y voir clair sur tout ça et on a 27 minutes pour le faire. La première, les clés. Excusez-moi, vous avez 3 secondes pour moi ? J'ai mon train. Ah, désolé. allez, et si je vous accompagne ? Je suis journaliste à la RTBF. Vous venez d'où ? De quelle commune ? Lovley. Est-ce que vous connaissez le nom de votre bourgmestre ? Oui. Luperto. Où est-ce que vous habitez ? À Jean-Blou. Est-ce que vous connaissez le nom de votre bourgmestre ? Oui, tout à fait, Benoît Dispa. Vous venez d'où, vous ? Oui. Est-ce que vous connaissez le nom de votre bourgmestre ? Christophe Collignon. Comme pour notre précédent épisode sur les provinces, j'ai repris mon petit micro pour aller près de ma gare et poser quelques questions sur les communales. Et premier constat, quasiment tous les navetteurs que j'ai rencontrés connaissaient le nom de leur bourgmestre, enfin, presque tous. Vous connaissez le nom de votre bourgmestre ? Je ne sais plus. C'est honteux, je sais. Voilà. Écoutez, je le savais. Mais je vous avoue que je ne regarde même plus tout ça. Bon, mais donc, la plupart non seulement connaissaient leur bourgmestre, mais en plus me disaient s'intéresser à la politique communale, au moins ponctuellement. De la vie pratiquement générale, on connaît mieux la politique communale que les autres niveaux de pouvoir. Oui, tout à fait. Oui. On se sent beaucoup plus proche, forcément, beaucoup plus concerné par ce qui se passe au niveau communal, parce que c'est des choses qui nous touchent dans la vie de tous les jours, du quotidien. Donc oui, tout à fait. D'ailleurs, 3 citoyens sur la quinzaine que j'ai rencontrés en tout me disaient suivre de temps en temps les conseils communaux en présentiel ou en ligne. Ici à Jean-Blou, on a la chance que le conseil communal est diffusé en direct sur YouTube, donc ça m'arrive de le regarder. Y aller en présentiel, c'est assez rare. Bon, par contre, sur ce qui pourrait se passer au lendemain des élections du 13 octobre, sur la façon dont on forme les majorités, là, beaucoup de citoyens étaient plutôt perdus. J'ai posé la même question à tout le monde. Comment le bourgmestre est-il désigné dans les communes en Wallonie ? Bonne question. Je pense que c'est la personne qui a le plus de voix. C'est la personne qui a le plus de voix et c'est d'office le bourgmestre, il me semble. C'est par vote, mais je ne sais pas. La procédure ne m'intéresse pas, donc je ne sais pas. Bonne question. À part le vote et le fait que ça se passe dans le parti même, je ne sais pas, non. Est-ce que vous savez comment on désigne un bourgmestre en Wallonie ? Non. Aucune idée ? Aucune idée. Beaucoup, en effet, n'en avaient aucune idée. Mais quand même, sur ma demi-heure de micro-trottoir, j'ai quand même eu une bonne réponse. Le candidat qui obtient le plus de voix de préférence sur la liste principale de la coalition. Waouh ! Je suis président d'un bureau de dépouillement. Ah, évidemment, ça aide. Alors, cette réponse, elle vaut pour la Wallonie, pas pour Bruxelles, mais ça, on va y revenir dans quelques instants. Reste un constat quand même. Les citoyennes et citoyens semblent mieux connaître le niveau de pouvoir communal et surtout lui faire davantage confiance. C'est ce qui ressortait il y a quelques mois du baromètre de l'IWEPS, l'Institut Wallon, de la prospective et de la statistique, qui montrait que les Wallonnes et les Wallons font 2 fois plus confiance à leur bourgmestre qu'à la moyenne des hommes et femmes politiques. Le patron de l'IWEPS, Sébastien Brunet, me le confirmait. Dans un climat de méfiance généralisée vis-à-vis du monde politique, les communes surnagent. Le niveau communal reste un niveau
qui est sauvegardé en termes de confiance. Les bourgmestres, les collèges, le conseil, l'administration communale, ce sont des instances qui bénéficient encore d'une confiance assez importante de la population, contrairement à tous les autres niveaux de pouvoir. Tous les autres niveaux, que ce soit au niveau fédéral, régional, on retrouve, et même au niveau européen, on retrouve effectivement une chute de la confiance vertigineuse. Et quant à savoir les raisons de cette exception communale dans une marée de méfiance généralisée, la principale raison tient en un mot pour Sébastien Brunet, la proximité entre les électeurs et les élus. Quand vous êtes dans votre commune, village, votre ville, vous allez rencontrer là où le bourgmestre, vous allez rencontrer le chef de l'administration, vous allez rencontrer les membres du collège. Donc en fait, il y a une proximité qui est très importante, qui est une proximité physique, géographique. Ce qui veut dire que par corollaire, vous avez aussi la capacité de comprendre un peu mieux les décisions, de tiens, pourquoi cette décision-là a été prise? Parce que vous en discutez à la fête du village avec l'un ou l'autre qui est dans le parti qui est à la majorité. Vous avez aussi cette capacité au niveau communal de pouvoir contrôler aussi, peut-être un peu mieux, ce qui sous-tend les décisions. Donc c'est pas seulement comprendre, c'est aussi contrôler l'action. Donc il y a une autre relation politique. Et le niveau communal, c'est le niveau dont on a besoin tout le temps. Quand vous naissez et quand vous mourrez, vous avez besoin du niveau communal et entre les deux, vous en avez besoin tout le temps aussi. On est en contact tout le temps avec le niveau communal, ce qui n'est pas le cas avec le niveau communautaire, le niveau régional, le niveau fédéral, etc. Voilà Sébastien Brunet, donc le patron de l'Iweps. Et avec nous comme guide pour cette émission, pour s'y retrouver dans cette émission qu'on pourrait intituler Les communales pour les nuls, pratiquement, un des meilleurs connaisseurs de la politique de notre rédaction. Bonjour Marc Sirlereau. Bonjour Arnaud, et plaisir de vous voir. Ah bien moi aussi, on est content de faire cette émission avec vous. J'ai une question presque sentimentale pour vous, pour commencer, Marc. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une affection particulière pour ce niveau de pouvoir communal ? Oui, je ne l'ai jamais caché. Si j'avais dû faire de la politique, si j'avais fait de la politique, j'enlève le sentiment d'obligation, j'aurais aimé me présenter à l'échelon local. Bon, il y a ce rapport de proximité qui vient d'être évoqué, mais vous avez vraiment l'impression, quand vous êtes à ce niveau de pouvoir, que vous voyez vos concrétisations. C'est beaucoup plus simple à mettre en place. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des obstacles comme pour tout, mais on peut réaliser plein de choses. Vous avez un rapport avec les gens, avec vos concitoyens, et ça m'aurait franchement bien plu. Oui, un rapport direct avec les citoyens, j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire. Parce on peut féliciter son bourgmestre parce qu'on est très content du trottoir qui est refait, mais on peut aussi aller lui dire ce qui ne va pas. Et souvent, quand on voit le bourgmestre ou quand on voit un échevin, c'est pour lui dire que ça ne marche pas. Et alors, quand vous insistez sur les mandataires communaux, on retient souvent, on connaît surtout le nom de son bourgmestre, les échevins, beaucoup moins, on ne sait pas. Quand il y a un problème, on va aller voir le bourgmestre. Et en voyant le rapport de proximité, les gens aiment connaître leur mandataire, c'est la preuve avec l'échelon local. Et c'est pour ça que quand vous voyez la France, 35 000 communes, tout le monde dit qu'il faudrait fusionner. Les Français n'aiment pas ça, ne le veulent pas. Et chez nous, quand on reparle de fusion, en tout cas du côté wallon, il y a une commune qui a fait le pas, enfin 2 communes, c'est Bastogne et Bertogne. Bastogne l'a plutôt bien pris en termes du côté de la population. Du côté de Bertogne, un peu moins bien. Et il y a beaucoup d'idées qui avaient été évoquées ces dernières années pour fusionner. Ça n'a pas eu lieu. Et une grande partie de l'explication vient, à mon sens, c'est que les gens ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas de trop grosses communes, d'avoir l'impression qu'ils sont loin de leur bourgmestre et du pouvoir. Pour garder justement cette proximité. 581 communes encore en Belgique aujourd'hui, même si ça va un petit peu évoluer début 2025 avec des fusions un peu plus justement en Flandre. 262 communes en Wallonie et 19 communes à Bruxelles. Voilà pour les points de repère. Si on parle un peu des compétences, on les connaît un peu toutes. Il y a les routes, il y a l'enseignement, les écoles communales. Quelles sont les principales compétences qu'on peut lister en général pour les communes, Marc ? Il y a bien sûr les finances, il y a aussi des taxes qui sont imposées par les communes et il faut gérer ça à l'échelon local. Donc ça, c'est vraiment au niveau local. Vous avez parlé de l'enseignement, oui, les écoles communales qui peuvent être simplement maternelles et primaires, mais parfois, il y a certaines grandes villes, on peut penser notamment à la ville de Bruxelles, où il y a des écoles secondaires et même parfois, elles ont des écoles qui dépendent d'elles au niveau supérieur. Le sport, la culture, la police, tout ce qui est
est sécurité quand même via les zones de police locale, eh bien, ça se fait quand même partie des compétences des communes. Le folklore, l'organisation de tout ce qui est folklore, c'est aussi les communes. Puis l'aide et l'action sociale via les CPS, ça mange quand même une grande partie du budget et c'est quand même pour des bonnes raisons. La personne qui a des difficultés financières dans sa commune, elle peut aller frapper à la porte du CPS et être aidée pour différentes raisons. Donc ça existe, on ne sait pas encore suffisamment. Les travaux, l'urbanisme, quand vous avez besoin d'une autorisation pour agrandir votre maison, vous devez passer par ce biais-là aussi. Vous voyez, les compétences des communes sont très, très, très vaste. Et pour faire un petit lien avec notre épisode sur les provinces, pour lequel on avait accueilli le constitutionnaliste Christian Berendt, on peut expliquer qu'on a aussi affaire ici à ce qu'on appelle des pouvoirs subordonnés, puisqu'il y a des autorités de tutelle, des compétences déléguées par d'autres niveaux de pouvoir. Quand c'est les écoles, c'est la communauté française. Quand c'est les routes, c'est la région. Mais ce sont quand même des organes de pouvoir autonomes, puisqu'ils ont leur propre assemblée législative avec une autonomie communale qui est consacrée par la Constitution. Et c'est justement sur ces organes de pouvoir autonomes que l'on va se pencher maintenant avec vous, Marc Sirleroux, mais peut-être commencer par une première question. On a une série de questions qui nous sont posées par des citoyennes et des citoyens. Une première question toute simple concernant le vote du 13 octobre. Est-ce que tout le monde peut voter et être candidat ? Alors, Marc Sirleroux. C'est une bonne question. À partir du moment où vous avez la nationalité belge, que vous avez 18 ans et que vous n'êtes pas déchu de vos droits civils et politiques, pas de problème, vous pouvez voter et être candidat. Là-dessus, on est tous d'accord. Et puis, depuis 2000, les ressortissants de l'Union européenne peuvent également voter. Il y a une condition à remplir, c'est être inscrit. Il faut une démarche d'inscription au registre des électeurs pour le 31 juillet. Ceux qui l'ont fait, il n'y a pas de problème, ils peuvent voter pour les élections communales. Et ces personnes peuvent aussi être candidats. Ils peuvent aussi être sur les listes et ils peuvent même être élus, bien sûr, s'ils sont sur les listes, c'est un peu logique, et avoir un mandat. Ils peuvent notamment devenir échevin, mais pas bourgmestre. Donc on a fait une différence. On a considéré qu'il fallait être belge toujours pour être bourgmestre. Notamment, vous savez, c'était à l'échelon européen qu'on a considéré que les ressortissants de l'Union européenne pouvaient voter. Il y a certains pays, prenez la France, où pour l'élection des sénateurs, la désignation des sénateurs se fait de manière indirecte. Ce sont les mandataires locaux qui peuvent voter pour désigner les sénateurs. Donc ça veut dire qu'on aurait pu avoir des ressortissants non européens qui avaient des mandats, notamment de maire, qui auraient pu avoir un poids et peser sur le Sénat. Donc c'était une des raisons notamment pour lesquelles on n'a pas été plus loin. Mais donc on peut devenir échevin, mais pas bourgmestre. Et puis, autre étape, les ressortissants qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc ça veut dire vous pouvez avoir des Norvégiens, des Suisses, des Sénégalais, des Canadiens, des Américains, des Togolais qui vivent en Belgique depuis 5 ans de manière ininterrompue et de façon légale. Ces personnes peuvent aussi voter. Aussi, deux conditions là, s'être inscrit au registre des électeurs avant le 31 juillet 2024 et s'engager à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. Il faut s'engager à respecter ça. Si vous le faites dans cette démarche-là, vous pouvez voter, même si vous n'êtes pas belge ou ressortissant de l'Union européenne. Important de le préciser. Une précision aussi importante pour les plus jeunes qui nous écoutent, Marc Sirleroux, même si pour les européennes, on a pu voter quand on n'avait que 16 ans et pas 18 ans, ici pour les communales, c'est bien 18 ans. Ici c'est fini. Il faut nécessairement obligatoirement avoir 18 ans. En tout cas, pour le moment, peut-être ça changera un jour. On va passer à une autre question suivante. C'est quoi la différence entre le conseil et le collège communal ? Alors là, on est justement sur les organes politiques. On va voter, en fait, nous, pour le conseil communal, partout dans les communes, qu'elles soient flamandes, wallonnes ou bruxelloises. Oui, toutes les personnes, tous les candidats qui seront élus le 13 octobre se retrouveront au conseil communal. Alors, si on schématise un peu, le conseil communal, c'est un peu le parlement de la commune, alors que le collège communal, où on retrouve le bourgmestre, les échevins et le président de CPS, là, c'est un peu le gouvernement de la commune. Alors, c'est vraiment le collège qui dirige, qui gère la commune, c'est lui qui prend les grandes décisions, les grandes orientations. Il faut bien sûr avoir l'aval du conseil communal, ça passe au conseil communal qui vote ou pas ce qui est proposé par le collège, et puis ça revient au collège qui doit le mettre en place, exécuter les décisions qui sont passées donc par le conseil communal. Mais donc pour former des majorités communales, on va regarder les sièges du conseil, on va voir quelle liste a eu 4 sièges, quelle autre liste en a eu 3, une autre en a eu 6, et puis on va essayer de former une majorité au départ de cette composition du conseil communal pour alors désigner une équipe de majorité qui va former le collège. On peut résumer ça comme ça ? Ce qu'il faut, c'est avoir une majorité. Précisons, majorité absolue. Alors, prenons une commune où il y a 25 conseillers communaux.
Pour avoir une majorité, c'est 12 plus 1, et donc il faut 13 sièges. 13 sièges sur 25, c'est plus que la moitié, vous avez une majorité absolue. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile pour le collège pour avancer, puisque normalement, à moins qu'il y ait des tensions ou frictions au sein de la majorité, tous les textes passent. Si un parti n'a pas de majorité absolue, qu'il a 10 sièges, toujours dans notre cas où il y a 25 conseillers communaux, il va rechercher un partenaire qui peut lui offrir cette majorité absolue. Donc s'il se tourne vers un parti qui a 4 sièges ou 5 sièges, ils se mettent ensemble et ils ont une majorité absolue à 2. Et on peut imaginer des cas où il faut parfois 3 partis pour avoir une majorité absolue. Mais la règle, que ce soit quand on voit ce qui se passe en France avec le gouvernement Barnier qui n'a pas de majorité absolue, ou dans une commune, si on n'a pas une majorité absolue, c'est très difficile d'avancer puisque tout, la plupart du temps, peut être bloqué. Il faut composer une majorité absolue. Parfois, certains partis peuvent la composer tout seuls. Mais souvent, il faut associer 2 ou 3, voire 4 listes pour parvenir à y arriver. Petite question encore justement sur la façon dont on compose les majorités. Moi, ce que je me demande, c'est peut-on faire des accords préélectoraux ? Alors, est-ce qu'on peut se mettre d'accord avant l'élection, sans le dire forcément à l'électeur, sur le fait qu'on va aller ensemble au collège le lendemain de l'élection ? Oui, il n'y a aucune interdiction de le faire. Vous pouvez avoir des accords. Souvent, ils ne sont pas vraiment connus, mais il y a un cas récent qui a été évoqué. Je pense que c'est à Etterbeek où Vincent de Wolf a déjà dit que sa prochaine coalition, ce sera une coalition avec lui, les MR, avec les engagés et le Parti socialiste. Donc, on sait déjà à Etterbeek que ça sera une tripartite emmenée par Vincent de Wolf. Bon, à moins que le résultat des élections aille dans un autre sens, mais a priori, lui a déjà dit qu'il y avait un accord électoral. Et dans bon nombre de communes, en tout cas, avant des élections, on se parle, parfois ça ne va pas plus loin, mais on sait qu'en fonction de certains rapprochements, de certaines sympathies entre 2 partis qui ne sont pas nécessairement très proches, mais que leurs 2 têtes de liste se sentent bien ensemble, et parfois qu'il y a déjà des choses qui se mettent en place avant les élections. À condition que les urnes le permettent, c'est souvent ce qu'on dit évidemment quand il y a des accords préélectoraux, c'est quand même trop simple. On écoute d'abord ce que le citoyen va dire et puis après on voit ce qui est possible. Tout ce qu'on vient de dire jusqu'ici, Marc, ça vaut pour les 3 régions du pays, que ce soit la région wallonne, la région bruxelloise, la région flamande. Ce qu'on va expliquer maintenant diverge un peu plus en fonction des régions, en l'occurrence la façon dont on désigne les bourgmestres. Alors on a posé la question, on l'a entendu dans notre petit micro-trottoir pour la Wallonie. On va peut-être commencer justement avec la Wallonie en essayant d'être le plus pédagogique possible. Comment ça se passe sur base des résultats des élections, quand on sait quelle liste a combien de sièges au conseil communal, quelle majorité est en train de se former pour savoir qui va être le ou la bourgmestre. Alors, c'est pas difficile si une liste a une majorité absolue. Donc, reprenons notre cas, 25 conseillers communaux, à partir de 13, ils ont une majorité absolue, et là, est bourgmestre celui qui a obtenu le plus de voix de préférence. Donc il peut être le premier, le 5e ou le 25e sur la liste. Si c'est lui qui a obtenu le plus de voix de préférence, c'est lui qui deviendra bourgmestre. Dans le cas où c'est un seul parti qui a fait 13 sièges tout seul. Il n'y a pas de problème. Voilà. À partir du moment où il n'y a pas de majorité absolue pour un parti, qui doivent composer une coalition et se mettre à 2 ou à 3, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste la plus importante en voix et en sièges de cette coalition qui devient bourgmestre. Donc, si je reprends notre exemple, on a une liste qui a fait 10 sièges qui va s'associer à une liste qui en a eu 4. C'est dans la liste qui a fait 10 qu'on prend le bourgmestre et c'est celui ou celle qui a fait le plus de voix de cette liste-là qui va devenir automatiquement bourgmestre. À coup sûr bourgmestre. Il peut décider de ne pas être bourgmestre. Alors, ça dépend aussi de la place qu'il a. S'il est dans les 3 premières places, il ne peut pas non plus devenir échevin. Mais imaginons qu'il y ait quelqu'un qui soit 7e ou 15e, qui décide de ne pas être bourgmestre. Il peut encore rester, si je ne m'abuse, il peut encore rester échevin, mais en n'étant pas bourgmestre. Voilà. Mais bon, dans le cas ici d'une coalition de 2 partis, c'est donc le candidat qui a le plus de voix de préférence sur la liste la plus importante de la majorité qui devient donc bourgmestre. Comme il y avait un petit doute au moment de l'enregistrement de l'émission sur cet enjeu, on est allé vérifier ça et effectivement, dans le cas où une personne qui figure à une des 3 premières places d'une liste fait le plus de voix de préférence mais refuse de devenir bourgmestre, alors cette personne ne peut pas non plus devenir échevine ou président de CPAS. Mais cette règle, elle ne vaut que pour les 3 premiers. Si par hypothèse, le dernier de la liste fait le plus de voix de préférence, mais ne veut pas devenir bourgmestre, il pourra quand même, par exemple, être échevin. Voilà pour la précision. Arrêtons-nous alors encore sur un cas de figure qui se présente plus souvent qu'on ne le croit. Parfois, une liste peut arriver en tête lors de l'élection, mais ne pas se retrouver
dans la majorité qui se met en place ensuite. La liste qui est arrivée en tête le soir des élections, elle n'est pas nécessairement assurée d'avoir le poste de bourgmestre. Parce que si vous n'avez pas de majorité absolue, si vous avez 10 sièges, et que 3 autres listes prennent les 15 autres sièges, en se répartissant 5, 5 et 5, eh bien, ces 3 listes se mettent ensemble, et c'est la liste qui est arrivée, la première de ces 3 listes. On se dirigera vers cette liste et on regardera celui qui a fait le plus de voix de préférence pour être bourgmestre. Ça veut dire que celui qui, le soir des élections, se dit « J'ai gagné, j'ai 10 sièges sur 25, je suis la liste la plus importante de la commune et c'est moi qui ai fait le plus de voix de préférence, je vais être bourgmestre », ce n'est pas sûr du tout. C'est sûr simplement quand une liste a une majorité absolue. Ça, c'est quand même une question importante, on va la poser ici, Marc, c'est si un parti est arrivé le premier, il a fait 10 sièges, il y en a 25 à pourvoir, et les 3 autres listes partagent les 15 autres, et que cette liste-là n'est pas finalement au pouvoir parce que les 3 autres se sont mis ensemble pour gouverner. C'est antidémocratique, ça ? C'est pas antidémocratique, ça fait partie du jeu politique. Avoir 10 sièges sur 25 ne veut pas dire que vous devez être nécessairement au pouvoir. L'important, c'est qu'une majorité des électeurs soit représentée. Alors évidemment, la personne qui aura fait le meilleur score sur cette liste dira c'est pas très normal, c'est moi qui ai gagné, ma liste est arrivée en tête et j'ai fait le plus de voix de préférence et je ne suis pas bourgmestre, c'est pas normal. C'est pas normal peut-être pour lui, mais d'un point de vue démocratique et d'un point de vue légal et éthique, c'est possible et envisageable. Bon, ça c'était pour la Wallonie, c'était important de prendre le temps de bien comprendre. Pour Bruxelles, il y a des règles similaires ? Non, pour Bruxelles, on en est encore aux mêmes règles que celles qui existaient avant. Ça veut dire que on ne tient pas compte du nombre de voix de préférence d'un candidat pour qu'il soit bourgmestre. Vous pouvez être bourgmestre en étant battu par le 4e ou le 6e sur votre liste en voix de préférence et malgré tout être bourgmestre. Il n'y a pas du tout les mêmes règles qu'en Wallonie. À vrai dire, on en est encore au système qui a prévalu pendant des décennies partout dans le pays. Alors, on va prendre une question suivante qui concerne la Flandre. Bonjour, moi j'habite Zaventem et je me demandais justement, c'est quoi la règle pour la désignation d'un bourgmestre en Flandre ? Alors, est-ce qu'il y a des différences encore pour la Flandre, justement ? Oui, même si la Flandre vient de changer son système et qu'elle a repris le système qui est mis en place en Wallonie depuis 2006. Donc c'est quand même un système qui avait changé beaucoup de choses. Et donc la Flandre a le même système maintenant qu'en Wallonie. C'est le candidat qui a fait le plus de voix de préférence sur la liste la plus importante de la majorité qui deviendra bourgmestre. Sauf qu'il y a quand même un petit changement, une nuance importante par rapport à ce qui se passe en Wallonie, c'est que cette personne qui a fait le plus de voix de préférence sur la liste la plus importante de la majorité, pendant 14 jours, c'est précis, c'est dans le texte, pendant 14 jours, c'est elle qui a la main pour former une coalition. Ou bien sûr, si elle est une majorité absolue, pas de problème. Si elle n'a pas de majorité absolue, que c'est toujours cette configuration de 10 sièges, 5 sièges et tout ça, c'est le parti arrivé en tête qui aura la main pour avoir une majorité et pour trouver les partenaires pour former un collège. Donc, si on reprend notre exemple des 25 sièges, s'il y a une liste qui a 10 sièges et que les 3 autres se partagent les 15 autres, celle qui a 10 sièges a la main pendant 2 semaines. Mais si les 3 autres veulent vraiment aller ensemble, ils attendent les 2 semaines, ils peuvent quand même constituer leur majorité. Oui, ils peuvent le faire après les 2 semaines, ils peuvent le faire. Oui, ça c'est sûr que ça n'empêche rien. Ça permet peut-être un petit avantage quand même à celui qui arrive en tête. Autre question encore. Oui, bonjour. J'ai entendu qu'en Flandre, pour ces élections communales, il sera plus obligatoire de voter. Est-ce que c'est le cas aussi dans les autres régions, en région bruxelloise et en région wallonne ? En très bref, Marc Serleroux. Non, le vote sera obligatoire partout en Wallonie, à Bruxelles et en communauté germanophone. Le vote reste obligatoire. Et c'est assez amusant, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu, c'est qu'à un moment, pendant les négociations pour la formation du gouvernement flamand, certains se demandaient si on n'allait pas remettre le vote obligatoire pour les communales et pour les provinciales. Ça ne s'est pas fait. Donc ici, le vote pour la première fois depuis 1893 ne sera plus obligatoire, en tout cas en Flandre. En tout cas en Flandre. Donc on prend la question suivante. Je me suis demandé l'autre jour, en fait, combien ils gagnent les bourgmestres ? Alors ça, c'est pas vous qui allez y répondre, Marc Serleroux, c'est Sarah Pousset qui a mené sa petite enquête ce matin et on va écouter les réponses qu'elle nous a trouvées. En Wallonie comme à Bruxelles, le salaire des bourgmestres dépend du nombre d'habitants dans la commune. Les niveaux de rémunération sont définis dans le Code de la démocratie locale. Si on part de la commune de Florène avec une population de plus de 10 000 habitants, le bourgmestre bénéficie d'une rémunération d'environ 77 800 € bruts par an, ce qui fait environ 6 500 € bruts par mois. Plus la population est importante, plus les salaires augmentent. Par exemple, à Serein, une commune 6 fois plus peuplée
peuplée que Florène, la bourgmestre gagne environ 11 000 euros bruts par mois et comptait environ 14 200 bruts par mois pour Paul Magnette à Charleroi, où la population dépasse les 200 000 personnes. Reste que Serein et Charleroi sont des exceptions en Wallonie. Sur 262 communes wallonnes, seules 9 dépassent les 50 000 habitants. La majorité des communes ont une situation similaire à Florène. Et puis il y a aussi toutes les petites communes de moins de 5 000 habitants où là, les bourgmestres cumulent souvent un autre emploi à côté car leur rémunération ne dépasse pas les 2 000 euros. Partons à Bruxelles à présent. À partir de décembre, les salaires des élus vont un peu changer car une nouvelle ordonnance entre en vigueur. Ils seront revalorisés car maintenant, les bourgmestres et échevins ne peuvent plus cumuler un poste de député au Parlement bruxellois et donc avoir un salaire supplémentaire. À Kuckelberg, Ahmed Laoueche gagne environ 9 300 euros bruts par mois. La rémunération maximum est celle de Philippe Claus avec la commune la plus densément peuplée. On est aux alentours de 15 000 euros bruts par mois pour Bruxelles-Ville, un montant similaire au salaire du bourgmestre de Charleroi pour une population plus ou moins équivalente. Mais comme la fonction de bourgmestre devient de plus en plus complexe, certains se demandent si définir le salaire en fonction du nombre d'habitants reste encore un critère pertinent. J'ai envie de vous la poser, cette question-là, Marc Sirlereau. Est-ce que c'est toujours logique de se dire, tiens, il y a autant d'habitants, c'est tel salaire? On sait, et beaucoup de bourgmestres le disent, qu'aujourd'hui, la responsabilité d'un bourgmestre, la complexité administrative aussi auquel ils sont confrontés, elle n'est pas toujours tellement différente si on a 10 000 habitants que si on en a 120 000. Non, je vais même aller plus loin. Ils ont rarement autour d'eux, dans les petites communes, un cabinet qui peut vraiment les aider avec des membres qui peuvent s'occuper d'un tas de choses. Donc souvent, ils doivent compter sur eux-mêmes et l'administration, avoir un directeur général, donc l'ancien secrétaire communal et un directeur financier, ancien receveur communal, pour vraiment faire fonctionner la commune. Mais c'est vrai que ce n'est pas, selon moi, un bon critère la taille de la commune. Être bourgmestre d'une petite commune, on l'a entendu, ça ne permet pas de vraiment bien gagner sa vie. Si vous avez un autre boulot à côté, bonne chance pour tout cumuler et en sachant qu'on vous demande quand même plein de choses. Donc franchement, il faudrait peut-être revaloriser les rémunérations des bourgmestres des petites communes. D'autant qu'en 2 mots, la responsabilité, y compris pénale des bourgmestres, elle est très lourde. Si on regarde bien tout ça avant de se lancer, on pourrait être découragé de prendre la responsabilité de bourgmestre. Chapeau bas celui qui est bourgmestre, parce que c'est des responsabilités de plus en plus lourdes et en même temps vous avez des retours de plus en plus compliqués et complexes de la population qui vous reprochent un tas de choses. Donc ceux qui s'engagent, c'est un véritable, je pense qu'on peut employer le terme sacerdoce. Pour rappel, les élections communales, elles se tiendront donc le 13 octobre prochain. Et si vous souhaitez approfondir tout ce qu'on vient d'évoquer ici, ou le retrouver en mode écrit ou en mode graphique, allez chercher notre page Élections mode d'emploi sur le site RTBF Actu. Et puis, si vous avez jugé ce contenu intéressant, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, surtout vis-à-vis de ceux et celles qui vont voter pour la première fois pour ce niveau de pouvoir. Voilà, c'était Les Clés. Un podcast de la première avec, à la réalisation sonore de cet épisode, Laurent Nélissen, à la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen, et merci à Marc Sirlereau de nous avoir accompagnés pour cet épisode.